Alors bonjour à tous, vous pouvez vous installer si vous voulez rester. On est ici pour un événement donc, sur la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national à travers la réforme des subventions aux énergies fossiles pour aider à la mise en œuvre des CDN, des contributions déterminées au niveau national, au niveau de l'Afrique francophone. On va on va vous parler un peu de cette réforme. On a déjà plusieurs activités qui vont être présentées, notamment une note méthodologique et un événement qui a eu lieu vendredi dernier, en coopération donc avec Énergie 2050, la coopération suisse. Voilà, avec Gabriel, je te laisserai te présenter avec ton nom parce que j'ai peur de faire un impair. Et avec ISD, la Global Subsidies Initiative, Anna, qui est représentée ici par Anna. Donc peut-être Gabriel, si tu veux commencer. Oui. Voilà. Guillaume. Merci beaucoup Guillaume. Alors mon nom est Gabriel Sigrist, je suis du département fédéral des affaires étrangères de la section environnement et développement durable. Et comme a dit Guillaume, cet événement fait suite au dîner débat qui a été co-organisé par la Suisse et Énergie 2050 et avait lieu le 3 novembre, c'est-à-dire vendredi il y a une semaine, avec quelques pays d'Afrique francophone pour avoir un dîner-débat très informel au sujet de la mise en œuvre des CDN et le lien promettant et le potentiel de la réforme des subventions aux énergies fossiles. Alors vraiment, le but de cet événement vendredi dernier, c'était de promouvoir un dialogue ouvert et de potentiellement identifier les besoins et les contraintes des différents participants à l'atelier. Moi, je donnerais plutôt une vue d'ensemble et plutôt générale. Et Anna de GSI est vraiment l'experte à ce sujet et donnera une présentation un peu plus spécifique. Alors, tout d'abord, quelques mots sur le groupe informel des Amis de la réforme des subventions aux énergies fossiles ou Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform. Ce groupe des Amis est composé de 9 États non membres de G20, c'est-à-dire le Costa Rica, le Danemark, l'Éthiopie, la Finlande, la Nouvelle-Zélande qui est le leader de ce groupe, la Norvège, la Suède et l'Uruguay. Et vraiment, l'engagement de ce groupe est d'encourager les pays G20 de mettre en œuvre l'engagement pris à la rencontre du groupe G20 en 2009 à Pittsburgh de réduire les subventions inefficaces aux énergies fossiles. Donc, le but de départ du groupe des Amis de la réforme des subventions aux énergies fossiles, le groupe a été formé en 2010, est de garder ces thématiques à l'agenda des G20, mais maintenant, l'activité du groupe va plus loin que les pays G20. Donc, par exemple, la Suisse, comme seul pays francophone de ce groupe, s'engage vraiment à inclure cette thématique aussi dans la francophonie pour que ce soit pas seulement une initiative anglaise, mais que ce soit aussi un thème dans la francophonie. Brièvement, une vue globale de l'ampleur des subventions aux énergies fossiles. Alors, une estimation de l'Agence internationale de l'énergie dit que 325 milliards de dollars américains ont été investis du gouvernement global pour des subventions de consommation d'énergie fossile. Cela est vraiment un chiffre énorme. On peut voir l'ampleur si on on le compare avec d'autres montants monétaires, par exemple. C'est 3 fois plus haut que les subventions aux énergies renouvelables globalement. Ou bien, ici, dans le cadre des négociations climatiques, c'est 3 fois plus que le soutien financier assuré aux pays en développement à partir de 2020 pour combattre les changements climatiques. Alors, c'est vraiment, il y a un grand montant d'argent, globalement, qui est investi pour des subventions aux énergies fossiles. Évidemment, cela a un effet pour les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'on réfère souvent à la réforme des subventions aux énergies fossiles comme chaînon manquant dans la lutte contre les changements climatiques, puisqu'il y a des estimations qui disent que juste éliminer ou abolir les subventions aux énergies fossiles, globalement,
pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 6 à 8%, juste en abolissant les subventions aux énergies fossiles. C'est quand même incroyable le potentiel qu'il y a derrière ces réformes. Cela est au niveau global, mais aussi au niveau national des pays. Ça peut avoir un potentiel intéressant dans le domaine du climat, c'est-à-dire ça peut être un potentiel moyen de mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Et restons au niveau national, alors au niveau des pays, il y a autre potentiel bénéfice de l'élimination des subventions. Alors les bénéfices vont plus loin que juste le climat. Il y a aussi le domaine de l'énergie, l'économie ou la dimension sociale. Je n'irai pas trop en détail de ces différents éléments. On a aussi, on entendra plus de ma collègue Anna de GSI. Mais juste pour donner quelques exemples, alors réformer les subventions aux énergies fossiles, ça peut promouvoir des investissements dans l'efficacité de l'énergie, ou bien ça peut promouvoir des investissements dans les énergies renouvelables. Ça nous met dans la dimension économique. Comme on a vu, c'est des montants très hauts qui sont investis dans des subventions des énergies fossiles. Alors, ça a un effet au budget gouvernemental et les ressources financières libérées par des réformes aux subventions des énergies fossiles peuvent potentiellement être réaffectées dans d'autres secteurs, par exemple la santé ou l'éducation, juste pour donner quelques exemples. Et ça, évidemment, ça a aussi un effet pour la dimension sociale. Regardons juste brièvement et un peu plus holistique le développement durable. Alors, c'est-à-dire que l'élimination des subventions aux énergies fossiles est aussi ancrée dans l'agenda 2030 pour un développement durable, dans l'objectif de développement durable, l'ODD numéro 12, pour une consommation et production responsable. Et c'est spécifiquement ancré dans l'indicateur 12C comme un moyen de mise en œuvre. Alors, si vous êtes intéressé à ce sujet, je vous invite de consulter ce site web des Friends of Fossil Fuel Subsidy Forum. Et il y a beaucoup de parties sur ce site web qui sont traduites aussi en langue française pour vraiment inclure cette thématique aussi dans la francophonie. Il y a quelques documents accessibles au site web aussi en langue française. J'ai pris quelques copies avec moi aussi, par exemple une information pour les décideurs ou bien aussi un guide pour la réforme des subventions aux énergies fossiles en anglais, mais c'est aussi traduit en français. Donc ça pourrait être une lecture intéressante pour différentes personnes entre nous. Et un petit avertissement, lundi prochain, le 13 novembre, il y aura un événement particulier, un événement spécial sur la réforme des subventions aux énergies fossiles et la potentielle taxation des énergies fossiles pour atteindre les objectifs de développement durable et l'accord de Paris. Ça aura lieu dans la chambre numéro 8 de 18h30 à 8h. Et c'est vraiment un panel à haut niveau. Il y aura des représentants de gouvernements de la Finlande, de la Suède, de l'Inde, du Costa Rica, mais aussi de l'Allemagne et de la Nouvelle-Zélande. Et l'événement sera simultanément traduit d'anglais en français aussi. Pour retourner un peu dans le cadre un peu plus spécifique du souper, du dîner-débat qui avait lieu le 3 novembre avec quelques pays d'Afrique francophone, là, ce qu'on a repris de cet petit atelier, de cette discussion, c'est que, évidemment, la réforme des subventions aux énergies fossiles a un grand potentiel pour la mise en œuvre des CDN, mais généralement pour différentes dimensions de développement durable, mais c'est-à-dire c'est vraiment un thème très sensible et complexe. C'est une tâche qui n'est pas évidente à résoudre. Alors, ce que les différents pays nous ont dit, que avoir des exemples à meilleure pratique, peut-être dans un petit cadre de concertation, pourrait être utile pour que les pays puissent savoir ce qui les attend en réformant des subventions aux énergies fossiles. Il y a un manque un peu du côté de la recherche des chiffres du coût social, non seulement à long terme, mais à court terme, pour vraiment motiver les différents gouvernements à potentiellement réformer les subventions.
Et évidemment, c'est une discussion qui a lieu très souvent, que la phase de transition d'utilisation d'énergie fossile en énergie renouvelable n'est pas évidente et doit être vraiment planifiée très prudemment. Alors, ce sera de mon côté, et maintenant, j'inviterai une vue un peu plus expert de GSI, ma collègue Anna. Super, merci beaucoup. Très bien. Donc voilà, merci beaucoup Gabrielle. Je pense qu'elle a déjà bien touché tous les points qui sont importants et je vais essayer de vous donner encore un point de vue de nos recherches pour donner un peu plus de détails sur ce thème. Ça marche le micro? Ouais. Super. Voilà, donc ma présentation en fait ça touche la réforme des subventions aux hydrocarbures. Et spécifiquement les possibilités d'atténuation et de l'intégration dans les CDN, et spécifiquement dans les pays de la francophonie. Voilà, juste peut-être une petite introduction. Moi, je travaille pour le Global Subsidies Initiative du International Institute for Sustainable Development. C'est un programme qui a commencé en 2005. On travaille très spécifiquement, on fait des recherches sur des énergies fossiles globalement, mais aussi dans des pays spécifiques. Et on travaille beaucoup avec des pays pour vraiment bien comprendre ce qui existe pour l'instant et ce qui pourrait se passer en fait. C'est vraiment de comprendre quels sont les effets en fait si on enlèverait les subventions et comment on peut mettre en place des stratégies pour bien répondre à cela. Voilà, on travaille beaucoup avec le gouvernement indien. Aussi en Indonésie, il y avait des grandes réformes qu'on a bien soutenues. Mais on travaille aussi dans une bonne dizaine d'autres pays. Voilà. Donc, juste comme introduction un peu générale, je pense, voilà, en fait, Gabrielle, elle a déjà touché ça. Il y a 325 milliards de subventions juste pour aux consommateurs. Donc, c'est une somme qui est énorme, on peut dire. Et en fait, si vous regardez le graphe, on peut vraiment dire que les subventions, ça suit le coût du pétrole. Donc, c'est les pays en fait qui essaient de fixer les prix plus bas. Ils sont dépendants du changement du prix du pétrole et vous pouvez voir en fait dans les pays comme en 2011 en fait il y avait vraiment un pic et là en fait c'est en même temps les expenses des États en fait pour les subventions ça va skyrockets. Voilà. Je vais juste aller un peu rapidement. Voilà, et en fait, on a fait les calculs, qu'est-ce que ça veut dire pour la francophonie, et on a bien vu que c'est près de 2% du PIB des pays membres de la francophonie qui vont aux subventions pour les énergies fossiles. Donc c'est quand même, c'est très tangible, c'est un grand montant. Et ça représente plus ou moins 33 millions en 2015, donc c'est une somme importante. Et juste pour dire, en fait, on pense souvent que c'est vraiment une politique qui est mise en place pour aider les plus pauvres. Mais en fait, c'est une politique pas très efficace pour atteindre ces buts. En fait, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fait, on voit bien que si on prend les 5 quintiles de la société, donc les plus riches, les plus pauvres, la plupart des subventions, ils sont consommés par les plus riches. Parce que c'est clair, en fait, les pauvres, ils n'ont pas de voiture, ils consomment beaucoup moins. Donc, si vous essayez de vraiment aider les pauvres, c'est un outil vraiment pas très efficace. Bien sûr, il y a des différences, en fait, pour le pétrole. Tout ce qui est pour la voiture, en fait, bien sûr, c'est très clair, en fait, les gens qui ont des voitures, ce n'est pas les plus pauvres. C'est un peu différent comme pour par exemple, le kérosène. Parce que là, bien sûr, en fait, c'est les pauvres qui utilisent ça beaucoup plus. Mais aussi, par exemple, en Inde, on a trouvé que de 6 roupies qui ont été utilisées pour des subventions, il y a seulement une qui va vraiment aux pauvres.
donc voilà, c'est vraiment comme outil, c'est vraiment c'est pas très efficace. Et là, on peut dire c'est mieux de mettre en place des politiques ciblées en fait qui vont aux pauvres au lieu de faire comment on dit ça, l'arrosoir de subventions en fait qui atteignent pas les buts qu'on veut atteindre. Voilà. Et juste en fait pour dire, si on parle des coûts, c'est pas seulement l'argent qui va directement comme transfert aux subventions. Mais il y a aussi un grand coût environnemental et aussi, vraiment pas négligeable, un coût sur le système de santé. Donc, je pense que vous les connaissez tous, en fait, dans les villes qui croissent, il y a plus en plus de voitures, de circulation, et ça commence à avoir des effets vraiment pour le système respiratoire graves. Là, c'est un exemple de la Chine. Donc là, on a... La Chine, on connaît tous, il y a des gens qui se promènent avec des masques, voilà. Mais je pense avec les villes qui se développent, en fait, c'est un problème qui se passe vraiment partout. Et juste, voilà, une petite comparaison aussi. Ça, c'est... on a comparé d'un côté l'argent qui a été utilisé pour des subventions. Et on a comparé ça avec les sommes qui sont versées sur l'éducation et la santé. Et donc à gauche, vous voyez toujours les subventions. Et puis vous avez l'éducation et la santé. Et on peut voir, il y a plein de pays où c'est, voilà, ça peut être le double, ça peut être le triple. Et c'est vraiment, voilà, c'est juste pour visualiser un peu qu'en fait, il y a beaucoup d'argent qui va là-dedans, qui pourrait être investi beaucoup plus intelligemment et de façon pour aider les gens. Et voilà, mais je pense que je vous ai peint une image un peu glauque, mais peut-être on peut aussi voir des subventions plutôt comme une ressource ou comme une opportunité. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Bien sûr, on est à la COP, donc c'est clair en fait, la réduction des émissions, c'est important. Et on a fait une modélisation en fait pour bien comprendre quel effet ça pourrait avoir. Et vous voyez en bleu, ça c'est en fait si magiquement on pourrait faire disparaître toutes les subventions, en fait on arrive déjà à 11% de réduction comparé au business as usual. Et si maintenant on prendrait une partie de ces fonds et on le mettrait dans tout ce qui est les énergies renouvelables ou la efficacité énergétique, voilà, on arrive à des réductions jusqu'à 25%. Donc c'est vraiment, c'est tangible et c'est une opportunité vraiment. Mais aussi, c'est pas seulement ça, c'est aussi des fonds. On a parlé de 325 milliards par année. Voilà, c'est une ressource en fait. Et si on compare ça à l'argent qui manque pour atteindre les ODD, en fait, c'est une comparaison plutôt intéressante. Je vais juste, par exemple, prendre accès à l'énergie, en fait, c'est la moitié de la somme qui manque globalement. Ou ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est aussi de penser au système de santé. C'est 13 fois plus que l'argent qui manque pour avoir des systèmes de la santé pour tous. Donc voilà, pour retenir ça. Donc, la question, c'est juste un peu, est-ce que ça suffit de juste enlever quelque chose, d'éliminer les subventions, ou est-ce qu'il faudrait aussi penser à ce qu'on pourrait faire avec? Donc, en fait, on a un concept en anglais, ça marche très bien, les swaps, parce qu'on peut switcher en fait. Donc, par exemple, c'est 4 exemples qu'on peut prendre. Donc, on a un grand montant pour les subventions. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'investir dans autre chose, par exemple dans l'énergie durable? Par exemple, si on a des subventions qui vont au transport, en fait, pour le diesel, pour le pétrole, est-ce que ça ne serait pas un peu mieux de l'investir dans de bons systèmes de transport public, en fait, qui vraiment bénéficient tous, les pauvres, les plus riches, voilà, et qui sont encore plus durables? Même chose, en fait, pour le kérosène. Est-ce que il y a des solutions magnifiques maintenant pour les lampes solaires, par exemple? Est-ce que ça ne serait pas un peu mieux de changer? Et la même chose aussi pour des pompes pour l'agriculture. Donc ça, c'est juste quelques exemples pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire.
Et on est en train d'explorer ce concept avec plusieurs pays avec lesquels on travaille. Et je pense qu'on va voir en fait si on peut faire les doubles réformes en fait en même temps. Voilà. Et puis en fait, je vais encore vous parler un petit peu de l'idée de comment on peut promouvoir les réformes des énergies fossiles dans les CDN. Et en fait, on a fait une petite revue de ce qui existe déjà. On a trouvé qu'il y a 39 CDN qui déjà intègrent des instruments fiscaux. Mais en fait, il y a 25 où c'est plutôt, les énergies propres qui sont promues avec des instruments fiscaux. Et il y a seulement 13 en fait qui vraiment adressent les réformes aux énergies fossiles. Même si en fait, il faut se dire en fait, c'est vraiment un moyen avec beaucoup de bénéfices et des coûts, qu'on peut gérer en fait. C'est pas aussi coûteux des fois que de construire plein de technologies. Donc quelque chose à tenir en tête. Et en fait, je vous ai mis les 13 pays qui ont déjà intégré ça. Mais on a l'impression en fait que ça serait quand même une opportunité d'aller de l'avant et de répondre ça un peu plus. Donc voilà. Et ça, c'est juste en fait pour répondre pour des pays qui ont déjà intégré les réformes dans les CDN, en fait, qu'il y a vraiment une chance pour réduire en fait déjà par les réformes. Donc ça, c'est en bleu. Après, en fait, par les énergies renouvelables et l'efficacité, en fait, on a vraiment un grand potentiel de réduire. Vous voyez ici, en fait, le Maroc, c'est plutôt petit, mais en fait, c'est parce que le Maroc, ils ont déjà aboli un grand nombre de subventions. Donc là, en fait, il n'y a plus tellement qu'ils ajoutent. Mais par exemple, l'Égypte, en fait, c'est énorme. Donc là, il y a vraiment un très grand potentiel. Et juste, très brièvement, en fait, sur le Maroc, donc déjà, en fait, il y a les deux étapes, en fait. Il y a une fois l'objectif inconditionnel, il y a 13 actions, il y a 10 actions. On peut arriver à une réduction de 13%, et puis 19 avec un financement additionnel. Et juste en fait pour vous montrer ça, vous voyez la petite flèche orange. En fait, juste pour comparer, il y a les 10 actions, en fait, il y a plein de choses. Il y a investissement dans irrigation solaire, etc. Et en fait, il y a une grande partie qu'on pourrait déjà atteindre juste avec des réformes. Donc c'est juste pour voir en fait, avec une fiscalisation plus correcte, il y a beaucoup de choses qui vont se passer un peu plus automatiquement parce que c'est un signal du prix qui va en fait rendre par exemple les énergies renouvelables plus intéressantes que les énergies fossiles. Donc voilà. Mais voilà. Et maintenant en fait on touche un peu le point peut-être plus important parce qu'en fait si on fait la calcul, c'est très facile de dire oui, en fait, ça serait une très bonne chose si on pourrait prendre les 325 millions et les investir en autre chose. Mais après, en fait, c'est des enjeux politiques. Parce qu'en fait, de reformer des subventions, c'est très sensible, ça demande vraiment beaucoup de communication, mais aussi des stratégies sur comment on peut gérer les effets que ça peut avoir sur la population. Et voilà, en fait... nous, on dit qu'il y a comme 3 étapes. Donc, il faut vraiment calculer quel serait le juste prix. Mais il faut aussi prendre en compte tous les effets que ça peut avoir sur la population. Et puis, en fait, il faut vraiment construire une coalition pour promouvoir ça. Parce que sinon, en fait, il y a un grand mécontentement. Je pense qu'on a vu, je ne vais pas citer des exemples, mais des exemples pas vraiment bien, où ça s'est passé vraiment de façon très, comment on dit ça, conflictuelle. Merci beaucoup.
Et voilà, ça c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Mais par contre, en fait, il y a des exemples qui sont vraiment très intéressants. Par exemple, au Maroc ou en Indonésie, en fait, ils ont libéré, je pense que c'était comme 10% du PIB qui allait dans les subventions. Et donc là, c'était plus tenable. Mais en fait, le gouvernement, il a mis en place une stratégie comment on peut réformer les subventions, mais en même temps les investir dans d'autres secteurs. Donc par exemple, au Maroc, c'était vraiment, ils ont élargi le système de santé, ils ont investi dans l'éducation. Il y avait encore autres programmes sociaux en fait qui ont vraiment aidé à faire comprendre aux gens, c'est pas, l'argent va pas disparaître en fait, mais ça va aller dans quelque chose qui est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus socialement utile que ce qu'on avait avant. Voilà, l'Indonésie, c'est un autre exemple. Ils ont investi dans l'infrastructure, dans la cohésion du pays. Et là, en fait, ça s'est passé beaucoup, beaucoup mieux et aussi plus durable dans la durée. Donc voilà, je vous ai mis ici un document qui est vraiment utile pour ça. Et aussi, je finis avec un petit peu de publicité. Gabriel a déjà mentionné. Lundi soir, on a un événement ministériel sur ce sujet. Donc exactement cette question. Est-ce que si on reforme les subventions, il y a moyen de financer autre chose? Ça sera traduit en français et ça serait suivi d'une petite réception. Et donc on serait ravis en fait de continuer cette discussion avec vous lundi soir. Voilà, et je finis avec ça. Merci. Merci. Alors, je vais... donc Guillaume de Aboulay, Énergie 2050. Maintenant, on commence à me connaître ici, parce que c'est notre pavillon. Je vais juste résumer, parce que j'ai bien compris qu'on avait peu de temps. Bon, déjà, pourquoi nous, on a voulu absolument s'investir dans cette réforme? C'est premièrement qu'on est très impliqué dans l'espace d'Afrique francophone. On a notamment participé à l'élaboration de 7 CPDN en Afrique en 2015. Et qu'aujourd'hui se pose clairement la question de la mise en œuvre. Et la question de la mise en œuvre, on a besoin pour cette question de la mise en œuvre de mettre en place des politiques qui ont un rapport coût-bénéfice qui soit favorable, qui favorise le développement des populations. Parce que si vous lisez les CDN, c'est avant tout des politiques de développement qui sont sans carbone. Mais c'est avant tout des politiques de développement résilients des pays. Et l'avantage qu'on trouve dans ces réformes des subventions, donc on a mené une étude notamment globale, vous avez rappelé les chiffres, mais également au niveau des pays, on a étudié l'impact de cette réforme potentielle au Mali, on a étudié ça au Tchad, en Mauritanie, le Maroc, comme vous l'avez dit, qui est déjà bien engagé sur cette réforme, le Sénégal, et je crois que j'en ai oublié un, mais vous pourrez le rappeler. Et ce qu'on a vu, c'est que, en tout cas sur le papier, cette réforme, elle est bénéfique à la fois évidemment en termes d'atténuation, puisqu'on parle généralement de subventions à des ressources qui sont évidemment polluantes, mais également surtout en termes de développement et d'adaptation. Aujourd'hui, les subventions qui sont distribuées à la consommation dans les pays d'Afrique francophone, c'est évidemment un frein au développement des énergies renouvelables qui sont de fait moins rentables. Et c'est aussi une source de pollution, etc. Et c'est souvent en plus des énergies qui sont importées, donc c'est un coût supplémentaire pour le budget de l'État. Au niveau économique, évidemment, on a parlé du coût économique, on peut parler du coût social sur la santé, etc. Vous avez rappelé tout ça. Alors évidemment, et vous en parliez tout à l'heure, c'est souvent un sujet qui est controversé. Moi-même, à titre personnel, je vivais en Centrafrique. Quand la délégation du FMI nous a demandé de retirer les subventions, a demandé au gouvernement en tout cas de retirer les subventions aux énergies fossiles, c'était pas à l'époque pour quelconque histoire de changement climatique, c'était pour rehausser les revenus de l'État parce que l'État était endetté. Évidemment, quand vous venez et vous dites ça et que vous apercevez pas qu'une semaine avant vous avez une révolution parce que les prix des denrées alimentaires avaient augmenté et que donc vous faisiez face à une deuxième révolution si vous faisiez ça, c'est pas la bonne approche. Tout ce qui est bon sur le papier, voilà, il y a aussi la question de la mise en œuvre. Par contre, effectivement, et ça a été rappelé, il y a une gestion intelligente. Il y a déjà des exemples qui ont été mis en place en Afrique pour une réforme intelligente de ces subventions avec un soutien aux populations les plus démunies et avec des mesures de compensation qui fait que cette mesure devient
socialement acceptable. Il y a aussi une affaire de communication parce qu'aujourd'hui, il faut bien rappeler que ces subventions aux énergies fossiles, elles sont non seulement inefficientes pour accroître l'accès à l'énergie, on a rappelé, l'essentiel des consommations sont faites par les gros consommateurs. Je me rappelle notamment de l'étude qui a été faite sur le Tchad. On voit que c'est une très très grande majorité des gros consommateurs. C'est 80%, plus de 80% de la consommation, si ce n'est plus. Alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, qui sont alloués aux gros consommateurs pour l'électricité, alors que la société qui gère justement la production électrique est en déficit et bénéficie justement de ces subventions parce que le prix de vente, y compris à ces grands consommateurs, est inférieur au coût de revient de la production électrique. Donc, quand on parle de la place de cette mesure dans les CDN, on parle bien de quelque chose qui est vraiment efficient en termes de coût-bénéfice, qui est efficient en termes de développement et dont l'impact potentiel sur les plus démunis peut largement être minimisé, tout en sachant que finalement ces réformes sont largement inefficientes à aider les plus démunis. Donc voilà, c'est vraiment sur ce point-là, donc j'ai fait très court, mais sur ce point-là que nous souhaitons insister. Maintenant on est dans la mise en œuvre, on a pas mal d'activités dans ce cadre-là, et pour nous cette réforme, si elle est bien faite et s'il y a une communication, il y a une pédagogie qui est faite derrière, elle a le potentiel évidemment d'amener les bénéfices dont on vous a apporté, mais derrière ça, il y a tout un travail de réflexion sur comment on fait cette réforme. Et c'est vrai que les événements qu'on a eu vendredi et les différents événements qu'on aura lundi et d'autres événements permettent justement de sensibiliser, de se concerter pour voir les best practices, en fait, les meilleurs moyens d'y arriver et éviter surtout les erreurs qui ont été faites par le passé et d'arriver dans un pays et dire réformer ça parce que c'est bon pour les atténuations. Évidemment, moi j'étais de l'autre côté et je sais très bien qu'on ne fera jamais ça. Donc voilà, c'est tout un travail qui est intéressant de réflexion. On est un peu dans l'urgence, mais je pense qu'on est déjà bien avancé et c'était très bien d'impliquer, par exemple vendredi, les délégations francophones, les sensibiliser et mettre en valeur toutes ces meilleures pratiques qu'on peut voir ici et là. Donc voilà, c'est un peu le témoignage qu'on voulait faire. J'espère que voilà, j'ai tenu un peu mon rang, mais en tout cas, on était très heureux de vous accueillir voilà, en dernier petit mot. Merci beaucoup. Merci à vous.